Voilà, comme tout est enregistré. Voilà, donc maintenant on va vraiment rentrer dans la méthodologie de l'évaluation des risques sanitaires, donc pour laquelle je vous ai dit c'était important de suivre la méthodologie standardisée parce qu'au niveau international il y a des règles à respecter pour être crédible et donc il est important de connaître cette méthodologie dans les détails. En fait, dans l'exposé, on va quand même avant évoquer la place de l'évaluation des risques dans le système de sécurité sanitaire des aliments. Parce que l'évaluation des risques, ce n'est qu'un des outils qui est mis à la disposition des gestionnaires de risques pour les aider dans leurs tâches. Mais nous allons voir de façon plus large, rappeler en tout cas quelle était la place de l'évaluation des risques dans le système de sécurité sanitaire des aliments. Ensuite, on a intercalé ici, parce que la méthodologie vient en trois, vous voyez. Donc en trois, on va avoir la méthodologie avec les principes de l'évaluation des risques et les 4 étapes. Mais vous voyez, entre les deux, on a intercalé quelque chose qui est en fait une information sur la quantification semi-quantitative du risque et l'aide à la priorisation des risques. Donc, formellement, une bonne évaluation des risques, c'est une évaluation quantitative des risques, et c'est pour celle-là qu'on va voir la méthodologie plus en détail. Mais on peut déjà aussi travailler de façon semi-quantitative ou même qualitative, et donc on va déjà jeter un œil sur ces approches semi-quantitatives, qui seront d'ailleurs utilisées lors du séminaire qui va suivre l'atelier pour faire une priorisation des risques dans le contexte algérien. Donc, le concept d'évaluation des risques, on retrouve ici ce même genre de schéma que vous avez déjà vu, avec une autre définition de l'évaluation des risques, ou une nouvelle définition de l'évaluation des risques, en tout cas formulée différemment, qui dit que c'est la caractérisation des effets négatifs potentiels pour la vie et la santé qui découlent de l'exposition des dangers pendant un temps donné. Donc on retrouve risque avec les effets potentiels et qui découlent de l'exposition pendant un temps donné. Donc on voit cet aspect de probabilité de rencontrer le danger qui provoque le risque. Alors, l'évaluation des risques, c'est la composante scientifique centrale de l'analyse des risques, ça on l'a vu. Et donc, ce schéma rappelle qu'effectivement, tout part quand même du gestionnaire des risques, qui a quelque part un problème qu'il a identifié, il formule des objectifs, et il vient avec des questions qu'il va adresser à l'évaluateur des risques. Et l'évaluateur des risques, lui, va décrire la nature du risque ou la nature du danger en question, ce qui va lui permettre de faire une évaluation du risque et de proposer éventuellement des mesures sur la façon donc de maîtriser ce risque. Et cela, il va en faire part de nouveau au gestionnaire de risque, et ce qui fait qu'il y aura un suivi suite à la formulation, à l'avis qui aura été émis. Il y aura un suivi qui permettra de mettre en œuvre certaines mesures, et il y aura nécessité de suivre l'efficacité de ces mesures introduites. Et en fonction de ça, on peut retourner vers une nouvelle identification de nouveaux problèmes et vers donc de nouvelles questions qui peuvent être posées à l'évaluateur de risque. Donc cette histoire de cercle continu, donc d'approche itérative du risque. Que dit la FAO ? Puisque effectivement c'est la FAO qui est quand même à la base de toute cette approche harmonisée d'évaluation des risques. Alors la FAO dit dans son bulletin ici numéro 87 que bien que les gestionnaires de risques commandent
et guide l'exécution d'une évaluation de risque et en évalue les résultats, l'évaluation des risques elle-même est généralement un produit extérieur à l'autorité compétente, qui est élaboré de manière indépendante par des scientifiques. Donc vous voyez, là, c'était en 87, je crois, que la FAO a déjà bien clairement indiqué que l'évaluation des risques doit se faire de façon indépendante par des scientifiques, même si ce sont les gestionnaires de risques qui sont à l'initiative au départ de la question qui est posée. Donc, ce qui veut dire que, effectivement, l'évaluation des risques, c'est un processus qui est structuré, qui est indépendant, qui est objectif, qui est transparent, et c'est un processus qui concerne l'organisation et l'analyse des données disponibles. Donc, si on reprend les mots importants, structuré, ça veut dire donc qu'on doit suivre certaines étapes bien précises, les unes après les autres. C'est ce que nous allons voir dans cet exposé. Indépendant parce qu'on s'adresse à des experts scientifiques qui ne vont pas subir des pressions d'ordre socio-économique. Objectif, on n'en a pas encore parlé, ça. Objectif scientifique, en principe, doit être neutre. Il doit être objectif, il doit être impartial. Le scientifique, c'est un être humain comme tous les êtres humains. Et parfois, malgré qu'on souhaite qu'il soit neutre et impartial, ne l'est pas toujours. Pourquoi ? Parce qu'il peut avoir lui-même certains préjugés. Et les cas qu'on rencontre le plus souvent, ce sont des scientifiques qui travaillent sur des problèmes importants et qui sont sponsorisés par des groupes qui ne sont pas neutres. Par exemple, une société qui met sur le marché un médicament a des intérêts commerciaux, bien entendu, dans ce médicament, et elle peut payer des scientifiques pour réaliser des évaluations de risque, des études sur ce médicament, et on considère généralement que quand on reçoit de l'argent de quelqu'un, même pour faire une recherche, que la perception que l'on peut avoir du problème est un peu tronquée dans la mesure où on n'a pas trop envie de faire du tort à celui qui donne l'argent, hein, et donc on va essayer d'être un petit peu modéré dans ses conclusions pour rester relativement politiquement correct. Hein. Donc, en d'autres termes, ce qui se passe, c'est que, et ça se passe beaucoup dans le monde développé, ça se passe beaucoup à l'EFSA, vous avez vu l'EFSA dont j'ai parlé ce matin, qui est fort critiqué parce qu'on dit que les scientifiques manquent d'objectivité, parce qu'ils ont reçu des financements par des sociétés privées et que donc, de ce fait-là, ils n'ont pas cette neutralité qui est requise. Ce qui veut dire que les parties prenantes, et, les médias, les consommateurs ou derrière les organisations de protection des consommateurs, mais aussi les journalistes scientifiques, etc., sont très critiques à l'égard des scientifiques qui pourraient, disons, être influencés du fait qu'ils ont reçu des financements pour faire leurs recherches. Et de ce fait, on demande de plus en plus maintenant aux experts qui font partie de ces organisations d'évaluation des risques de faire ce qu'on appelle une déclaration publique d'intérêt. Ça veut dire que pour que tout le monde sache de quoi il retourne, chaque expert fait une déclaration sur papier, sur l'honneur, signée, comme quoi, eh bien, il l'a reçu ou pas reçu, enfin, donc il explique un peu tout, en quoi il pourrait ne pas être tout à fait neutre dans la façon d'évaluer le dossier, parce qu'il a reçu un financement, parce qu'il a un voyage qui a été payé par la société, etc. Et donc, les scientifiques sont tenus de faire cette déclaration publique d'intérêt. Un peu comme on demande de plus en plus maintenant aux hommes politiques de faire aussi des déclarations de leurs biens, etc., pour s'assurer par après qu'il n'y a pas eu de corruption et qu'ils ne se sont pas enrichis de façon frauduleuse. Bien, ça se fait aussi dans le domaine scientifique, où on demande donc aux
aux experts d'être transparents sur toutes les sources de financement qu'ils ont eues et pour permettre à n'importe qui de juger du caractère vraiment neutre et indépendant des scientifiques en question. Donc, vous voyez, cet objectif, c'est juste un mot ici dans cette phrase, mais c'est lourd de conséquences et ça pose beaucoup de problèmes de crédibilité des avis scientifiques auprès du grand public. Bon, pour beaucoup de grands problèmes de société, on a parlé des OGM, on a parlé des pesticides, pour beaucoup de ces grands problèmes-là, les parties prenantes liées aux consommateurs, liées aux citoyens, sont très critiques à l'égard des évaluations des scientifiques, des évaluations officielles des scientifiques, parce qu'elles ont peur de ce rapprochement qu'il peut y avoir entre certains scientifiques et des bailleurs de fonds, comme on les appelle, donc des sponsors des recherches. Voilà, donc il faut savoir que ça existe et donc on peut s'en protéger quelque peu par cette voie de déclaration publique d'intérêt qui au moins apporte, c'est le quatrième mot, de la transparence. Ça veut dire qu'au moins, s'il y a eu un financement d'une recherche ou l'autre pour un expert, eh bien, au moins, la trace écrite, on peut la retrouver et il n'y a rien qui est caché donc, à l'opinion publique. Et ça, c'est important. Évidemment, la transparence, ce n'est pas juste pour les financements d'experts, c'est aussi pour tout le processus d'évaluation des risques où on doit être bien transparent sur plein de choses. Par exemple, quelles sont les données qu'on a utilisées, quelles étaient les données disponibles et quelles sont celles qu'on a utilisées et celles qu'on n'a pas utilisées. Vous savez, quand on fait des recherches scientifiques, on peut trouver des bases de données en quantité et puis finalement on se dit celle-là je ne fais pas confiance parce que je pense que ce sont des données de mauvaise qualité et je les écarte. Et donc je vais travailler qu'avec les données qui me semblent être des données de qualité. Et si vous faites cela, vous devez être tout à fait transparent et vous devez justifier quels sont les critères que vous avez utilisés pour écarter certaines données et au contraire en retenir d'autres. Parce que vous pouvez très facilement, comme ça, écarter des études qui sont défavorables à un produit, par exemple, et ne garder que les études favorables en disant que les études étaient de mauvaise qualité. Donc, il ne s'agit pas de dire simplement que les études étaient de mauvaise qualité. Quels étaient les critères qui ont été utilisés pour dire que ces études-là sont de bonne qualité, que ces études-là étaient de mauvaise qualité. Donc, vous voyez, il faut être transparent sur toute la ligne. Donc, ça, c'est très, très important pour pouvoir faire un travail d'évaluation des risques qui soit crédible, parce que si votre travail d'évaluation des risques n'est pas crédible par les consommateurs, par les citoyens, ça ne sert à rien pratiquement de le faire. Donc on dépense beaucoup de ressources à faire ces évaluations de risques. Il faut avant tout qu'elles soient convaincantes et qu'elles soient crédibles pour l'opinion publique. Ok. Alors, on va faire ce petit exercice maintenant d'évaluation semi-quantitative du risque, quelque chose que tout le monde peut faire facilement avec peu de moyens. Alors, l'évaluation semi-quantitative des risques, n'oublions pas, le risque, c'est une fonction de quoi? C'est une fonction de la gravité du danger et de la probabilité qu'on soit exposé à ce danger. Donc, vous avez gravité et probabilité. Ce sont les deux maîtres mots. Alors, si on peut, quelque part, donner un score à la gravité du danger et donner un score à la probabilité d'être confronté à ce danger, en multipliant les deux, le produit des deux va nous donner un score agrégé qui va déjà être un reflet semi-quantitatif du risque. Donc, nous avons deux scores à attribuer, un score pour la sévérité du danger et un autre pour la probabilité d'être confronté au danger. Donc la sévérité ou la gravité des effets néfastes, c'est la même chose. On se rend bien compte que si les symptômes d'une intoxication, c'est d'une infection alimentaire par exemple, ça se limite à une diarrhée,
c'est pas la même chose que si on provoque un cancer. Donc on se rend compte que la gravité du danger, elle peut être très très différente. Et donc, il y a lieu d'examiner la littérature scientifique pour pouvoir essayer de mettre un score sur la gravité des différents dangers. Et généralement, on met un score qui va de 1 à 4, avec une valeur de 1 pour un danger qui présente vraiment peu de problèmes, peu d'impact, et 4 pour un danger potentiellement avec des effets très très sévères, comme la mort. Alors, donc, voici une proposition d'échelle de cotation du danger. On va mettre un score de 1 lorsque le danger, le risque est très réduit. Donc lorsque le risque n'est plus présent chez les consommateurs au moment de la consommation. Donc ça aussi, on comprend logiquement que si le produit a déjà été consommé et qu'il n'y a plus grand-chose à faire, donc on peut à ce moment-là mettre une cotation relativement favorable. On mettra en revanche un score un peu plus élevé de 2 par exemple lorsque le danger est modéré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger immédiat d'intoxication alimentaire, dans le cas d'un agent microbiologique par exemple. Par contre, on va mettre 3 lorsque on estime que le danger est assez grave, donc qui peut causer une intoxication alimentaire, mais qui reste limité à une ou quelques personnes. Et on va réserver la cote la plus élevée, 4, pour un danger qui va être considéré comme très grave. C'est par exemple une intoxication alimentaire qui peut entraîner la mort. Même chose maintenant pour la probabilité d'apparition du danger. Donc l'expert doit ici estimer la probabilité que le danger survienne sur la base de l'analyse du processus et attribuer à chaque danger une probabilité. Et donc là aussi, on va généralement sur des scores qui vont de 1 à 4. Un exemple d'échelle, donc on va mettre 1 pour un danger qui est très improbable, ça arrive très rarement, c'est exceptionnel, moins d'une fois par an. On va mettre 2 improbables, bon ça arrive de temps en temps, une fois par an, ou quand ça arrive c'est vraiment une exposition très courte dans le temps. On passera à 3 lorsque on a affaire à un danger dont la survenue est beaucoup plus probable, comme une fois par mois, ou même plus. Donc, en gros, lorsqu'il est relativement rare ou lorsque l'exposition est relativement faible, et on réservera la cote de 4 lorsque le danger a une grande chance qu'on le rencontre, il est très probable qu'on soit confronté à ce danger, par exemple une fois par semaine. Donc il arrive fréquemment ou, même s'il n'arrive pas fréquemment, lorsqu'il arrive, il persiste longtemps. Donc on a une durée d'exposition qui est longue. Donc, voyez, donc on peut choisir des scores comme ça. Maintenant, je vais vous dire d'emblée qu'il faut chaque fois se mettre dans un contexte bien précis. On est par exemple dans le contexte des agents microbiologiques et on se crée une échelle, aussi bien de gravité qu'une échelle de probabilité. Si on est dans un contexte d'agents chimiques, ce ne sera pas les mêmes intitulés qu'on va trouver, parce que par exemple, ça ne veut pas dire grand-chose pour un danger chimique très improbable. C'est plutôt des teneurs faibles ou élevées, ou également en termes de sévérité du danger. La sévérité du danger va plutôt être caractérisée sur le fait qu'on a des symptômes qui sont relativement bénins, par exemple une irritation des yeux. Ce n'est pas quelque chose de très grave, c'est gênant, mais ce n'est pas très très grave. Par contre, si ça entraîne la mort, là, on va mettre 4. Donc, vous voyez, le contexte va un peu guider comment établir ces échelles. Ça va parfois même plus dans les détails.
c'est qu'on peut faire des échelles, par exemple, pour un groupe de composés chimiques. On peut faire une catégorisation comme ça pour les pesticides. Et à ce moment-là, de nouveau, on a des critères bien précis. Si le pesticide est cancérogène, on va lui mettre 4. S'il est simplement mutagène, mais pas cancérogène avéré, on va lui mettre 3. S'il a juste des effets physiologiques qui ne sont pas de l'ordre de maladies chroniques comme les cancers, on va mettre 2. Mais on ne mettra jamais 1 parce que je ne vois pas de pesticides qui sont absolument anodins. Il y a toujours quand même une certaine toxicité liée à un pesticide. Donc vous voyez, pour chaque catégorie de contaminants comme ça, on peut se fixer des règles. Et une fois qu'on s'est fixé les règles, on a comme une forme de jurisprudence. On suit ces règles-là pour les autres dangers qui appartiennent à cette catégorie pour leur donner un score. Alors ce travail de donner des scores, c'est typiquement le travail qui est demandé à des évaluateurs de risque. Donc le gestionnaire de risque, généralement, ne s'estime pas avoir toute la compétence nécessaire, certainement pour donner les scores de gravité. Et donc là, il va reposer sur des scientifiques qui ont accès à la littérature de façon beaucoup plus complète et beaucoup plus exhaustive que le gestionnaire de risque. Et c'est donc une tâche qui est typiquement réservée aux évaluateurs de risque de donner des scores de gravité et même de probabilité. Même si pour les scores de probabilité, les hommes de terrain sont utiles également, non parce qu'il ne faut pas être détaché de la situation de terrain pour savoir si telle toxi-infection alimentaire apparaît de façon très rare ou très fréquente. Ce n'est pas nécessairement le microbiologiste de labo qui va pouvoir répondre. Il faut parfois des liens avec le terrain pour pouvoir avoir accès à l'information. Alors, quelle gravité attribuer à un danger? On va prendre un exemple. Ici, si je prends Vibrio cholerae, c'est un danger très sérieux. Donc, c'est un risque élevé avec une possibilité de large diffusion de la maladie. Donc là, clairement, on va mettre un score de 4. Dans le cas de Salmonella dans les œufs, on sait que le danger est probablement sérieux. En fait, on sait que le risque est modéré, mais qu'il y a quand même une possibilité de large diffusion. Et même que pour certaines franges de la population, le risque peut être quand même plus grave. Donc, on va mettre ici un score de 3. Donc, de façon à montrer quand même qu'il y a une différence entre Vibrio cholerae et Salmonella. Même si tous les deux présentent un danger intrinsèque, on estime que celui de Vibrio est plus grand que celui de Salmonella. Et puis, une fois qu'on a donné tous ces scores, eh bien, on prend un graphique tel que celui-là et si on a mis comme score de gravité un score de 4 parce que le danger était très sérieux, donc on a un score de 4 pour la sévérité du danger, et si par hasard ce même danger, il y a une probabilité très élevée qu'on le rencontre dans les aliments, donc une probabilité très élevée, donc on va se retrouver alors là sur cette dernière colonne. Donc vous voyez qu'avec un score de 4 pour la gravité et un score de 4 pour la probabilité de survenue, on se trouve avec le produit qui est de 16, donc une valeur élevée, le produit est élevé. En revanche, lorsqu'on a des valeurs modérées ou faibles des différents scores, on va se trouver dans la zone verte avec des produits qui sont relativement faibles. Et donc, vous avez ici une première façon de réaliser une priorisation des risques. Donc, vous pouvez, en fonction des produits obtenus, au moins déjà obtenir 3 classes de priorité. La priorité numéro 1, ce sont ceux qu'il ne faut absolument pas laisser de côté. La priorité numéro 3, ce sont ceux pour lesquels il ne faut pas trop s'inquiéter. Et la priorité numéro 2, ça dépendra un petit peu au cas par cas, de savoir si on va le retenir ou pas. Donc vous voyez, ça c'est cette première approche
permet déjà de faire un grand tri entre toutes les combinaisons de dangers et d'aliments qu'on peut retrouver dans l'assiette du consommateur pour pouvoir déjà un petit peu guider le gestionnaire du risque vers vraiment les combinaisons entre le danger et l'aliment sur lesquels il faut concentrer davantage les efforts. Donc on passe maintenant à la méthodologie. La méthodologie dit, voilà, donc on a dit, il y a 4 étapes. Il y a l'identification des dangers, il y a la caractérisation des dangers, il y a l'évaluation de l'exposition et il y a la caractérisation des risques. Ça, ce sont les 4 étapes. Alors comme vous le voyez sur ce graphique, il y en a une qui vient avant, forcément, c'est l'identification des dangers. Ce travail-là, il doit se faire en tout premier lieu. Et il y a la dernière étape, la caractérisation des risques, qui est une forme de conclusion de l'exercice, qui vient forcément à la fin. Et au milieu, caractérisation des dangers et évaluation de l'exposition sont 2 choses qui peuvent se faire en parallèle. On peut commencer par la caractérisation des dangers et suivre par l'évaluation de l'exposition. Peu importe, donc ça n'a pas trop d'importance le sens dans lequel on va. Mais il faut toujours commencer par l'identification des dangers et terminer par la caractérisation des risques. Bon, ça peut... Je crois que j'ai un petit problème ici, je vais devoir changer de technique. Alors, maintenant on rentre dans chacune des étapes plus en détail. L'identification des dangers, c'est quoi? C'est l'identification des agents biologiques, chimiques et physiques susceptibles de provoquer des effets néfastes sur la santé et qui peuvent être présents dans un aliment ou un groupe d'aliments. Alors, chaque mot a son importance. Donc un agent biologique, bon, on a vu quelques exemples, hein, Salmonella, Vibrio, Listeria, etc. Ce sont des agents, on peut avoir Anisakis pour les parasites, donc on peut avoir des protozoaires. Donc on voit que ce sont des organismes vivants. Les agents chimiques, on verra qu'il y en a beaucoup de catégories différentes. Ça va des pesticides à des métaux lourds, toxines, donc il y a pas mal de choses qui rentrent là-dedans. Et physique, oui, il y a des dangers physiques également. On ne va pas trop en parler parce qu'on ne fait pas beaucoup d'évaluation des risques sur les dangers physiques. Est-ce que vous connaissez des dangers physiques? Rayonnement, non? Le verre. Rayonnement. J'ai pas compris. Rayonnement. Rayonnement, oui, tout à fait. J'aurais jamais pensé à celui-là, mais c'est vrai. Mais maintenant, pensez plutôt à un aliment. Hein. Donc, par exemple, du verre. Du verre, voilà. Donc, le verre, dans une usine de transformation des aliments, on peut facilement avoir du verre. Pourquoi? Parce qu'il y a une ampoule qui a éclaté et le verre s'est mélangé avec les ingrédients qui ont été mis dans les boîtes de conserve, etc. Donc ça, c'est un danger physique très connu. Vous avez souvent aussi dans les usines où on met en bouteille, hein, dans l'embouteillage, on peut avoir le goulot qui se casse et donc des fragments de verre qui vont passer dans la bouteille. Vous pouvez avoir des... De l'installation, les débris des parois de l'installation. Voilà, c'est un autre exemple, donc des morceaux de gravier, de gravats, etc. Des morceaux de fer, des clous, bon, tout ça, c'est une chose, des dangers physiques. On ne va pas faire vraiment d'évaluation des risques pour ça, parce que tout le monde sait que manger un morceau de verre ou avaler un clou, c'est pas bon pour la santé, il n'y a pas besoin de consulter beaucoup d'experts pour ça. Par contre, c'est une très grande responsabilité pour les opérateurs, pour le secteur industriel, où là, ils doivent faire rentrer ces dangers physiques dans leur plan HACCP, donc de maîtrise de tous les dangers. Parce que là, ils peuvent très bien mettre, par exemple, un aimant sur une chaîne où les céréales défilent et l'aimant va fixer toutes les parties métalliques qui passent. On peut envisager des filtres, des trémies, etc. pour enlever des débris physiques. Donc là, il y a des choses qui sont
qui sont possibles à réaliser au niveau des opérateurs et ils sont tenus d'inscrire ça dans les plans HACCP pour montrer qu'ils ont pris les mesures pour contrôler ce danger et pour empêcher donc ce danger de rentrer dans les aliments. Donc, ceci juste pour dire il y a des agents biologiques, des agents chimiques et des agents physiques. Susceptibles de provoquer des effets néfastes, on en a déjà parlé avec les scores de gravité, et qui peuvent être présents dans un aliment ou un groupe d'aliments. Bon, a priori, ça peut paraître anodin. Bon, on parle de l'alimentation, donc c'est dans un aliment ou un groupe d'aliments. Mais pour l'évaluateur des risques, il y a une question qui doit se poser. C'est que le danger en question, est-ce que je vais le trouver particulièrement dans l'aliment qui me concerne là maintenant aujourd'hui, ou est-ce que je peux le trouver un peu dans tous les aliments? Ça, c'est une question importante parce qu'on doit connaître l'exposition du consommateur par toute son alimentation et même, on va voir après, par toutes les autres voies d'exposition qui peuvent exister. Il peut inhaler aussi, il peut toucher, donc il y a d'autres voies d'exposition. Mais si on s'en tient à l'alimentation, je vais prendre un exemple précis, le mercure. Le mercure, le méthylmercure, on sait que c'est très toxique, c'est vraiment un sale poison, et on le trouve pratiquement que dans certains types de poissons, surtout les poissons prédateurs qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, comme les espadons, thons, etc. Là, on va trouver du mercure. Ailleurs, non. C'est surtout là. Donc, quand on fait une évaluation des risques, bien, on va simplement faire en sorte qu'on a bien pris en compte les 3-4 types de poissons ou de produits de la mer qui contiennent du mercure pour faire une évaluation de l'exposition du consommateur. Maintenant, si je passe à un autre danger, comme le cadmium, qui est un métal lourd, comme le mercure, le cadmium, je peux le trouver dans les produits de la pêche, dans les mollusques, dans les crustacés, je vais en trouver. Je vais aussi en trouver dans les légumes, je vais en trouver dans les céréales, je vais en trouver dans des produits animaux comme les abats. Donc là, j'ai beaucoup plus de variété dans la source de contamination. Donc si je veux faire une évaluation du risque lié par exemple à la présence de cadmium dans les coquilles Saint-Jacques contiennent beaucoup de cadmium, je dois avoir à l'esprit qu'en faisant cette évaluation des risques sur les coquilles Saint-Jacques, que je n'ai qu'une partie du problème et que pour faire une évaluation complète des risques, je dois tenir compte de tous les autres aliments qui sont susceptibles de contribuer à mon exposition. Donc c'est pour ça que dans la définition, on dit bien clairement qu'ils peuvent être présents dans un aliment ou un groupe d'aliments, ça dépend un peu des dangers. Donc l'identification des dangers, c'est ça. Ensuite, comment faire cette identification des dangers? Bien, ça commence par une analyse, en fait, identification des dangers. Essayez de bien vous souvenir que c'est une analyse qualitative essentiellement. C'est une analyse qualitative des dangers, donc des contaminants qu'une denrée peut contenir. Donc ce qui est important à retenir là-dedans, c'est le qualitatif. Par exemple, quelle est la nature du danger? Est-ce que c'est un germe biologique ou est-ce que c'est un élément minéral comme les métaux lourds? Est-ce que c'est une toxine? Donc ça, ce sont des informations sur la nature du danger. Il peut y aussi avoir des informations sur l'origine du danger. Est-ce que ça vient de l'environnement dans lequel vit le poisson, la mer, contaminée ou pas, ou est-ce que ça vient de la façon de préparer le poisson? Je l'ai trop cuit, je l'ai cuit en faisant pas attention à maîtriser les effets de carbonisation, etc. Ou
c'est simplement dû au fait que je n'ai pas utilisé de la glace pour refroidir mes poissons et qu'il y a eu un mauvais contrôle de la température et donc l'origine, c'est un manque d'hygiène. Donc, vous voyez, ça fait partie, ça, de l'identification du danger. Quelle est la nature du danger et quelles sont les origines qui sont à la base de la contamination. Ça implique aussi une analyse qualitative des effets nuisibles que les dangers pourraient avoir sur la santé des consommateurs. On a déjà repris plusieurs fois l'exemple de diarrhée, qui est quelque chose qu'on constate souvent avec les agents biologiques, ou microbiologiques en tout cas. Mais nous avons toutes sortes d'autres manifestations toxiques. Vous pouvez avoir une toxicité sur les reins, une toxicité sur le foie, vous pouvez avoir induction de cancer, vous pouvez avoir une simple irritation de la peau, une allergie qui peut être grave ou pas grave. Donc vous voyez, il y a toute une analyse qualitative à faire des effets nuisibles qu'on peut attendre dus à la présence du danger. Et tout ça, ça se fait sur la base de la littérature existante. Donc, pour ça qu'on confie à des scientifiques, parce qu'en principe, c'est les scientifiques qui sont le plus proches des sources d'information, qui manipulent ça tous les jours, et qui donc ont accès à cette littérature relativement aisément, de même qu'on peut faire appel à l'expérience des experts en sécurité sanitaire. Une source d'information qui peut être utile, c'est quand même aussi dans le secteur privé les responsables qualité ou sécurité dans le secteur privé qui ont rédigé, par exemple, qui sont à la base de la conception du plan HACCP d'une société. Ces gens-là, ils savent quand même ce que c'est que les différents dangers qui peuvent survenir dans les denrées qui les concernent. Donc, ce sont des experts qu'on peut consulter pour avoir des informations sur les dangers. Ça ne peut pas se référer uniquement pour la littérature, il y a l'aspect directement analytique pour identifier les dangers. Non, c'est pas ça. Donc l'identification du danger, c'est pas dans le sens analytique du sens. Hein. C'est identification du danger, c'est vraiment l'analyse a été faite. Hein. Donc l'échantillon est passé par le laboratoire, l'analyse a été faite et on sait que c'est du mercure. D'accord ? On sait que c'est du cadmium. On sait que c'est de l'arsenic. Bon, mais maintenant, il faut aller plus loin et il faut voir, bon, si c'est du mercure, est-ce que c'est du mercure métallique? Est-ce que c'est du méthylmercure? Ben, on sait déjà à quoi on a affaire. Hein, donc, et puis, une fois qu'on a la nature exacte du danger, on peut continuer à étudier quels sont les symptômes qu'on peut attendre de la présence de ce danger. Mais on part de l'idée que l'analyse a été faite en laboratoire. La nature est déjà confirmée. Voilà, c'est ça. De l'âge. Oui. Donc, pour avoir toutes ces informations-là, il y a toute une série de sites qui sont consultables, où on retrouve l'OMS, l'EFSA, et puis des agences nationales, comme l'AFSCA, qui est l'agence belge, l'ANSES, l'agence française, l'IARC, qui est l'Institut international de recherche sur le cancer, qui donne beaucoup d'informations sur les propriétés cancérogènes de contaminants. Et puis vous avez toute une série de publications ici, qui sont vraiment des publications scientifiques, avec lesquelles les experts scientifiques sont familiarisés pour leur recherche. Hein. Maintenant, pour aller plus loin dans l'identification des dangers, en fait, il faut se poser des questions et essayer de trouver des réponses à toute une série de questions. Alors, il y a des questions pour les dangers microbiologiques et ces questions ne sont pas nécessairement les mêmes pour les dangers chimiques. Alors, pour les dangers microbiologiques, on va se poser une première question. Qu'est-ce qu'on connaît sur ce danger au niveau taxonomique, facteurs de virulence,
épidémiologie, pathologie, écologie, interaction avec l'autre. Donc vous avez je reprends votre intervention, vous avez un résultat qui revient du laboratoire et on dit présence de salmonella. Bon, alors, est-ce qu'on se limite à cette information-là? Non. Une fois qu'on sait que c'est le salmonella, il faut aller plus loin. Il faut savoir si c'est une souche, quelle espèce. Hein? Salmonella, c'est un genre. Est-ce qu'on a des informations sur l'espèce précise? Même sur le taxon, sur le sérotype. Parce qu'un sérotype peut être plus dangereux qu'un autre. Et donc, on doit réunir toutes ces informations pour savoir si effectivement il peut y avoir une diversité dans les différentes variétés de pathovars qui existent et si ce qui est connu au niveau de leur toxicité. Donc, toutes ces informations sur l'écologie, l'interaction avec l'autre, donc sont très importantes à glaner donc dans la littérature. On se pose aussi alors la question de savoir la source et les voies de transmission. Donc j'en ai parlé un petit peu déjà précédemment. De quoi est constituée la symptomatologie? Quelle est la gravité de la maladie? Est-ce que ça se limite à une diarrhée banale ou est-ce qu'il peut y avoir des complications? Donc il faut avoir ces informations-là. Là, ça devient plus important. Combien de cas ou de foyers ont été rapportés? Donc on commence à avoir un lien avec la probabilité de survenue. Est-ce que c'est un danger qui est bien documenté dans mon pays? Est-ce que c'est un danger qu'on rencontre fréquemment ou pas? Donc ça, il faut demander aux experts de collecter les informations. De nouveau, quelles sont les denrées alimentaires concernées? Est-ce que c'est un danger qui est inféodé à une denrée alimentaire bien précise ou est-ce qu'on peut le retrouver dans quantité d'autres denrées alimentaires? Pour les micro-organismes, c'est la question qu'on a posée ce matin. Il faut savoir finalement qu'est-ce qui va influencer sa croissance et sa survie. Est-ce que même micro-organismes, pour les dangers biologiques en général, si je prends un parasite, je sais que en congelant, suivant certaines procédures, il y a moyen de désactiver biologiquement des parasites. Donc il est important de connaître ces conditions qui vont permettre d'inactiver le parasite. C'est important de savoir aussi quelles sont les conditions dans lesquelles mon micro-organisme peut survivre, peut encore se multiplier. Un exemple bien connu, c'est l'hystéria, l'hystéria monocytogenes, qui est responsable de la listériose, donc une zoonose. Et l'hystéria, on sait que contrairement à beaucoup d'autres bactéries, l'hystéria continue à se développer à basse température. Et donc c'est pour ça qu'on peut encore le retrouver dans des produits laitiers qui ont été conservés à basse température, comme le fromage, ou on sait aussi qu'on peut le trouver relativement assez aisément dans le poisson fumé. Donc le fumage ne permet pas d'éliminer le l'hystéria. Donc on s'informe sur ces différentes conditions qui favorisent la survie ou qui influencent la croissance du micro-organisme. Et donc, est-ce que des informations concrètes sur ce danger sont disponibles? Maintenant, pour les dangers chimiques, le danger est-il connu? C'est vrai que parfois, on peut être confronté à une situation où on est devant une mortalité et on ne sait pas encore. Alors là, on est dans le sens dont vous avez parlé, d'identification du danger, une recherche en laboratoire pour savoir finalement qu'est-ce qui est présent dans cet aliment et qui peut être à la base
de manifestations toxiques. Hein. Très souvent, on a dépassé ce stade-là. Hein. Très souvent, on est dans un stade où on a fait une analyse chimique et il en ressort, on a trouvé de l'arsenic, ou on a trouvé du mercure. Mais à ce stade-là, on n'a pas encore toutes les réponses, parce que si on a trouvé de l'arsenic, il faut encore savoir sous quelle forme l'arsenic était présent. Est-ce qu'il était sous forme inorganique ou est-ce qu'il était sous forme organique? La toxicité des formes organiques ou inorganiques est très différente. L'arsenic organique, d'habitude, est très peu préoccupant. Il y a beaucoup d'arsenic organique dans le poisson, mais on ne s'en préoccupe pas trop parce que cet arsenic organique n'est pas absorbé par notre organisme et donc il est éliminé facilement et donc il n'y a pas de manifestation toxique. Par contre, si on a affaire à de l'arsenic inorganique, arsenic 3, arsenic 5, là c'est très 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 différent et ce sont les espèces qui sont les plus préoccupantes pour la santé. Donc il faut savoir à quel danger on a affaire et quelles sont les formes chimiques qui sont réellement présentes. Pour les formes chimiques, j'ai donné un exemple pour les composés minéraux. Il y a aussi pour les pesticides, par exemple. Il est important de savoir que si je prends un insecticide comme le diméthoate, eh bien, il y a une définition du résidu dans les aliments qui est donnée par la législation. Et on peut penser que si l'insecticide était du diméthoate, je fais une analyse de diméthoate, j'exprime mon résultat en diméthoate, autant de milligrammes par kilo, qu'on a fait son travail. Non, parce que la définition du résidu, elle tient compte du fait que le pesticide 1, donc le pesticide tel qu'il a été utilisé et appliqué sur les végétaux, par exemple, il peut se transformer en un produit chimique différent, le pesticide 2, par oxydation, par exemple, et que ce pesticide est tout aussi toxique, voire plus toxique que le produit qu'on a appliqué. Donc si je me contente de faire l'analyse du pesticide 1, je passe à côté de l'information essentielle qui est que je dois avoir de l'information sur P1 plus P2. Parce que les deux font partie de ce qu'on appelle la définition du résidu pertinent. Et ça, c'est donné par les législations. Donc il est dit, la LMR pour le diméthoate, c'est la somme diméthoate plus O-méthoate. Diméthoate c'est P1, O-méthoate c'est P2. Et donc, il faut que l'expert sache que, effectivement, le composé chimique nocif, ça ne se limite pas à P1, mais ça peut aussi, ça doit intégrer le produit de transformation qui est le produit P2. Donc, vous voyez que c'est une affaire de spécialistes, l'identification des dangers. On fait appel à des experts scientifiques qui ont accès à cette information. Même chose ici, sources et voies de transmission, on en a déjà parlé. Les syndromes, la gravité de la maladie, est-ce que c'est juste une irritation de la peau ou ça va plus loin? Combien de cas ont été rapportés? Si je prends l'exemple de l'aflatoxine dans les arachides, eh bien, je peux autant vous dire que dans l'Afrique subsaharienne, le nombre de cas rapportés est extrêmement élevé. Et donc, de ce fait-là, il y a de quoi se préoccuper. Quelles denrées alimentaires sont concernées? Bon, si je reprends l'exemple de l'aflatoxine, je sais que je vais en trouver dans les arachides, mais la population mange aussi du maïs, du mil, et on peut en trouver dans le maïs et dans le mil. Donc, il faut voir s'il ne faut pas étendre l'investigation à d'autres denrées alimentaires. Donc,
les questions la suivante. Est-ce que ce danger va donner une intoxication ou simplement c'est un phénomène d'hypersensibilité? C'est la différence qu'il peut y avoir entre un toxique au sens vrai du terme qui provoque par exemple une induction de tumeurs ou des problèmes rénaux, et une substance qui est présente dans les aliments qui va créer une réaction plutôt de type allergique ou d'irritation. Donc vous voyez qu'il y a... c'est important de se poser ces questions-là. Voilà, ça c'est pour l'identification des dangers. Donc vous voyez, qualitatif. Beaucoup de questions qui se posent et on essaye de documenter les informations qui sont disponibles pour ce danger. Maintenant, la caractérisation des dangers, c'est différent, surtout par le fait que maintenant on va vers du quantitatif. On veut faire une évaluation quantitative de la nature des effets néfastes pour la santé. Ils sont associés à ces dangers présents dans les aliments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quantitatif? D'abord, il faudra exploiter des données expérimentales. Il y a des dossiers toxicologiques, il y a des monographies qui sortent, des rapports, des opinions scientifiques, où on peut trouver des informations quantitatives. Vous aurez remarqué que je n'ai pas encore répondu à savoir ce que c'est qu'une information quantitative. Ça viendra. Alors, des données épidémiologiques, là, on voit que ça commence à être un peu plus quantitatif. Ça veut dire, reprenons l'exemple de l'aflatoxine, on sait qu'à partir d'une concentration de 1 microgramme par gramme dans l'alimentation, c'est relié avec l'apparition de cancer du foie à raison de 1 cas sur 100 000. Ça devient quantitatif. Une certaine concentration, une certaine dose d'ingestion et un certain nombre de cas qui surviennent. Donc vous voyez, là, on arrive à des informations plus quantitatives que l'on peut avoir avec des données épidémiologiques. Ces données épidémiologiques, on peut les avoir pour la population générale, mais ça peut être aussi pour des groupes spécifiques de la population. Et vous avez là ce fameux IOPI. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cet acronyme. IOPI, pas du tout? Personne ne connaît? Vous retenez bien ça parce que quand vous voulez montrer que vous avez une expertise en évaluation des risques, vous dites, vous prononcez le mot IOPI et puis vous regardez comment l'autre réagit. Et puis si vous regardez un drôle d'air, vous pouvez lui dire, bon, moi je sais ce que c'est un IOPI. Alors, c'est un acronyme qui vient bien sûr de l'anglais. Y, c'est pour young, jeune. Ici, c'est old, les vieux. Ceci, c'est pour pregnant, les femmes enceintes. Et le dernier, c'est pour immunodéficient. Et ça, fait vraiment partie du jargon des personnes qui s'occupent d'épidémiologie. Dès qu'on s'occupe à des groupes vulnérables, des groupes cibles, on cite toujours les IOPI, qui sont les grands groupes de populations vulnérables, les jeunes enfants, qui sont beaucoup plus sensibles que les adultes à la présence de certains contaminants. C'est pour ça que pour les aliments pour bébés, on est beaucoup plus strict en termes de teneur en contaminants que pour les adultes. Donc les jeunes enfants, c'est une population à risque bien connue.
les personnes âgées également, les femmes enceintes parce que justement elles vont alimenter leur bébé qui est une population à risque également, et les immunodéficients qui sont un groupe à risque, un groupe vulnérable que l'on cite très régulièrement. Par exemple ici, si je reprends mon mercure, bien le mercure il est particulièrement important pour les Y et pour les P, donc pour les jeunes enfants et pour les femmes. On ne dit pas les femmes enceintes, on dit les femmes en âge d'avoir un enfant. Parce que aujourd'hui elles ne sont pas enceintes, demain elles peuvent l'être, donc voilà. Quand on dit quantitatif, on va surtout vers ceci. On va vers ceci, c'est-à-dire qu'on veut avoir des informations sur la forme des courbes dose-réponse, ça c'est surtout pour les agents chimiques, ou la forme des courbes entre nombre d'organismes présents dans l'aliment et la réponse de la population. Alors, pour qu'on voit ça un peu plus clairement, on aura des graphiques qui vont expliquer ça un peu plus en détail. Donc, en fait, il nous faut des informations sur la relation dose-réponse. En fait, la relation dose-réponse, ici je vais mettre effet, et là je vais mettre la dose. Et plus la dose augmente, plus je peux avoir un effet. Souvent, on peut avoir une courbe de type sigmoïde, c'est-à-dire qu'aux faibles concentrations, il ne se passe rien, puis tout d'un coup, à une certaine concentration, il commence à y avoir des effets, et puis ça commence à stagner ici aux plus fortes concentrations. Donc souvent, on a des courbes sigmoïdes pour les relations dose-effet, et ça nous permet d'établir s'il existe quelque part un seuil. Donc au niveau de la dose, je peux aller jusqu'ici sans aucun problème. À partir d'ici, je commence à avoir des problèmes. Dans les cas d'agents microbiologiques, ceci pourrait constituer ce qu'on appelle la dose infectieuse, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de micro-organismes dans l'aliment, il y a une probabilité importante que l'organisme soit contaminé, soit infecté. Donc on appellera ça la dose infectieuse. Pour les produits chimiques, c'est un peu le même concept. Donc on a l'effet toxique qui commence à se manifester à une certaine dose, et cette dose ici, qu'on va appeler souvent la dose sans effet, cette dose sans effet va nous permettre de dériver ce qu'on appelle une valeur toxicologique de référence. C'est-à-dire, c'est une quantité du produit chimique que l'on peut ingérer sans qu'on en subisse des conséquences néfastes. Donc, aussi longtemps qu'on reste en dessous de la valeur toxicologique de référence, tout va bien, on n'a rien à redouter. Mais si on dépasse la valeur toxicologique de référence, là, on arrive dans la zone où les effets se manifestent, et donc on peut avoir des manifestations toxiques qui apparaissent. Donc en toxicologie, on va beaucoup travailler sur essayer de trouver des valeurs toxicologiques de référence. Une fois qu'on a ça, une valeur toxicologique de référence, on a une base pour faire la caractérisation du risque. Ça veut dire qu'on a une base pour pouvoir dire si on se trouve dans une situation qui présente un risque important ou si on se trouve dans une situation qui ne présente pas de risque, le risque est négligeable. Savoir si on est en dessous ou au-dessus de la valeur toxicologique de référence. Ça, c'est un élément capital en évaluation des risques. Tout tourne autour de ça. Savoir si on est en dessous ou au-dessus de la VTR. Et ces valeurs toxicologiques de référence, vous allez voir, elles ont plein de formes différentes. Une des plus communes,
c'est ce qu'on appelle la dose journalière acceptable, DJA, ou en anglais Acceptable Daily Intake, ADI, qui est très fortement utilisé pour les pesticides, pour les résidus de médicaments vétérinaires, etc. Et c'est la quantité de substances que l'on peut ingérer quotidiennement, donc c'est exprimé en milligrammes par personne par jour, pendant toute sa vie, sans que l'on puisse raisonnablement s'attendre à une manifestation toxique. Donc pour le toxicologue, c'est très très important d'avoir cette information sur la valeur toxicologique de référence, parce que à ce moment-là, son travail devient simple. Il doit simplement arriver à estimer si l'exposition est en dessous ou au-dessus de la valeur toxicologique de référence. Si on est en dessous, le risque est négligeable. Si on est au-dessus, là, on commence à se poser des questions plus sérieuses. Donc ça, c'est vraiment la base importante de l'évaluation des risques, et c'est l'étape de caractérisation des dangers qui doit me conduire à cette VTR. Tout comme pour les dangers microbiologiques, elle me conduisait à la dose infectieuse. Trois bactéries E. coli dans mon lait, c'est pas grave. À partir de 3000, là, ça devient un problème. Donc, vous voyez, la dose infectieuse, c'est comme la VTR, c'est un seuil à ne pas franchir. Alors oui, voilà, vous voyez maintenant un peu plus sur les graphiques. Donc on retrouve cette courbe sigmoïde ici. Ce qu'on connaît surtout en toxicologie, c'est l'effet 50%. Donc par exemple ici, c'est la concentration qui produit, si cette courbe exprime la mortalité suite à une intoxication aiguë. Par exemple, on fait une expérience sur des rats en laboratoire et on leur donne des doses croissantes de poison et puis on observe la mortalité après 24 heures. Eh bien, on peut obtenir des courbes de ce type-ci, c'est-à-dire qu'aux faibles concentrations, il n'y a pas de mortalité, puis tout d'un coup, il commence à y avoir de la mortalité, et puis, à une certaine dose, ils sont tous morts, mais on peut déterminer la dose qui correspond à 50% de mortalité. C'est ce qu'on appelle la DL50. Donc, c'est un paramètre extrêmement couru en toxicologie. Mais maintenant, la DL50, c'est un paramètre très peu utile, parce que bon, ce qu'on veut, c'est pas protéger la population d'un effet aussi drastique que ça. C'est souvent protéger la population d'effets beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus pervers que ça. Donc, les effets ici, ce sera souvent d'autres manifestations toxicologiques, comme par exemple l'induction de tumeurs ou l'impact sur le fonctionnement du rein. Donc ça, ce seront des effets que l'on va pouvoir mesurer. Et on ne va pas s'intéresser à la concentration qui provoque 50% de l'activité biologique, mais on va plutôt s'intéresser à cette dose-ci, ici, c'est la dose sans effet. C'est la dose jusqu'où je peux aller sans avoir un effet biologique. Et cette dose-là me permettra de faire des calculs pour obtenir la valeur toxicologique de référence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le grand principe de l'étude des relations dose-effet, pour déterminer une dose sans effet et essayer d'en extraire une valeur toxicologique de référence. Donc vous voyez qu'on est bien dans le quantitatif, donc ces relations dose-effet nous montrent des variations quantitatives d'un paramètre en fonction d'un autre. Alors, la relation dose-effet, on peut encore l'illustrer comme ceci. Donc, vous voyez, la variété et la sévérité des effets toxiques observés chez l'individu augmentent généralement avec le niveau d'exposition. C'est la relation dose-effet. Pour prendre un exemple très concret, je prends l'arsenic. Si j'ai des petites concentrations d'arsenic, ce que je risque d'avoir en premier lieu, c'est des manifestations sur perte de cheveux, sur la peau. Si j'augmente la dose, je vais avoir des effets plus pernicieux, jusqu'à la mort de l'individu. D'accord ? Donc ça veut dire que plus j'augmente la dose, plus la variété des effets toxiques
peut augmenter et plus l'intensité des symptômes aussi peut augmenter. Donc c'est une première façon de voir ce que veut dire la relation dose-effet. Donc, en d'autres termes, dès qu'on a dépassé la dose seuil, les effets seront d'autant plus sévères que la personne est exposée à davantage de toxiques. Donc, cette personne-ci, ici, est en dessous de la dose seuil, il n'y a aucun effet. Et puis, on augmente la dose, et bien là, on commence à avoir un certain type d'effet. Et puis, on augmente encore la dose, et vous voyez, les effets augmentent en intensité et même en diversité. La dose-réponse, c'est quelque chose d'un peu plus statistique. Ici, c'est l'augmentation de la dose qui peut entraîner une augmentation des effets chez un individu. Et la proportion des individus affectés par une dose donnée peut augmenter avec l'accroissement de la dose. Et on a ça typiquement avec les infections microbiologiques, où à faible dose, donc ici, à cette dose-ci, il n'y a aucun individu qui est affecté. Ici, à faible dose, je peux avoir par exemple un certain pourcentage de la population qui est affectée. Ce sont les personnes les plus sensibles qui vont être affectées. Mais si j'augmente la dose, le pourcentage de personnes affectées va augmenter, sans que la gravité va augmenter, mais il y aura plus de gens qui seront touchés. Donc c'est la proportion des individus qui augmente avec la dose. Donc on a fait ça typiquement dans le cas des agents infectieux. Oui. C'est-à-dire que la même dose n'aura pas forcément le même impact sur les mêmes individus. Comment? C'est-à-dire la même dose chez un groupe voilà. n'aura pas le même impact. Voilà. Il y a des personnes pour lesquelles ça va faire rien du tout, et il y a des personnes qui sont très sensibles. C'est ça, exactement. Donc à ce moment-là, on parle plutôt d'une relation dose-réponse. C'est la proportion des gens qui répondent à l'intoxication, par exemple. Alors, on arrive à la troisième étape, qui est l'appréciation de l'exposition du consommateur. Et ça, c'est l'évaluation qualitative et ou quantitative de l'ingestion probable d'agents dangereux par le biais des aliments, mais aussi, comme je l'ai déjà dit, par la suite de l'exposition à d'autres sources comme l'inhalation, le contact dermique. Donc il n'y a pas que la voie alimentaire qui peut être la source d'exposition. Mais enfin, dans un premier temps, on va se limiter à la voie alimentaire. Et donc on va essayer d'évaluer de façon qualitative, mais surtout quantitative, quelle est l'ingestion probable de ces agents dangereux. En fait, l'exposition, ça revient donc à déterminer quelle est la probabilité d'être exposé à un danger. Ça, c'est la définition de l'exposition. Mais nous, dans notre travail, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser deux bases de données. On va utiliser une base de données de consommation de l'aliment. Est-ce que je mange un peu de poisson ou est-ce que j'en mange beaucoup? Et on va utiliser une base de données de contamination de l'aliment. Est-ce que le poisson contient un peu de mercure ou est-ce qu'il en contient beaucoup? Et le produit des deux va être directement fonction de la probabilité d'être exposé à un danger. Donc plus le produit consommation d'un aliment et contamination de l'aliment est élevé, plus la probabilité d'être exposé est importante. Donc, nous avons parlé de deux bases de données, une de contamination. Alors, on revient de nouveau un petit peu au travail de laboratoire. Donc, l'évaluation de la concentration du contaminant dans les aliments, c'est le travail du labo. Donc, le labo va analyser le poisson pour le mercure, va analyser le poisson pour le salmonelle, et il va donner des résultats quantitatifs. Alors,
Cette base de données-là, il faut tenir compte quand même de plusieurs choses. En tout premier lieu, la méthode analytique qui a été utilisée, est-ce qu'elle était adaptée à notre cas? Est-ce que, par exemple, la limite de détection ou de quantification, elle est basse assez, donc est-ce que la méthode était assez sensible? C'est souvent un problème qui se pose. Est-ce que la méthode était fiable? Est-ce qu'elle est assez robuste? Est-ce qu'il n'y a pas d'effets de matrice qui vont biaiser le résultat? Donc, un point problème. Est-ce que l'échantillonnage était de qualité et est-ce que l'analyse que j'ai faite est représentative de mon aliment tel que je vais le rencontrer sur le marché? Ou est-ce que mon échantillonnage était tout à fait biaisé et ce n'est pas du tout représentatif de la situation réelle? Donc vous voyez que pour cette base de données de concentration, il y a quelques critères qu'il y a lieu de respecter. Pour ça, au niveau du laboratoire, il existe des normes d'analyse, des normes standardisées internationales et nationales. Oui. Donc même le contrôle, il y a les méthodes APOC, assurance qualité d'analyse. Oui. Il y a plusieurs méthodes qui, depuis l'échantillonnage jusqu'à la remise de, soi-disant, bulletins de résultats. Donc il y a lieu de bien suivre les recommandations qui existent, les procédures d'échantillonnage et aussi des techniques d'analyse pour avoir des résultats de qualité. Donc il faut bien s'assurer qu'on a des résultats de bonne qualité. Pour la consommation, maintenant, c'est l'autre base de données. Là, il s'agit de voir un peu quelle est la situation sur les marchés, on vend combien de poissons, les gens achètent combien, et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on peut obtenir par le biais d'enquêtes. On va voir après-demain comment arriver à ces informations-là. Maintenant, la consommation, on peut s'intéresser à la population générale, mais on peut aussi s'intéresser à des IOPI, des groupes vulnérables, ou plus simplement, surtout quand on parle de choses comme les poissons ou les crustacés ou les mollusques, c'est qu'il faut faire une grande distinction entre la population générale et les consommateurs. Alors, si on regarde des chiffres comme la FAO peut en produire sur la consommation de poissons par la population algérienne, on va trouver quelque chose comme 15 grammes de poissons par personne par jour. Il est clair qu'il n'y a pas un Algérien qui mange 15 grammes de poissons par jour. Ou il ne mange rien du tout, ou il en mange 150. D'accord? Donc ces 15 grammes ne veulent rien dire. Et c'est parce que le problème, c'est qu'on ne fait pas la distinction entre la population générale et ceux qui consomment. Or, pour des denrées qui ne sont pas consommées par tout le monde, c'est le cas des poissons, des mollusques et des crustacés, où il n'y a qu'une frange de la population qui va les consommer en fonction de leur goût, en fonction de leur position géographique, en fonction de leurs revenus, tout ça va faire qu'ils vont ou pas être consommateurs de PPA, de produits de la pêche et de l'agriculture. Et donc, quand je prends des statistiques générales pour la population, je vais avoir des chiffres comme 15 grammes, mais il n'y a personne qui mange 15 grammes. Donc, vous voyez, il faut alors retourner les chiffres autrement pour que l'on sache, un consommateur, lui, il consomme combien. Et puis après, il faut savoir combien de consommateurs il y a. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de travail à faire aussi sur ces bases de données de consommation. Et finalement, pour toutes ces bases de données, elles vont conditionner le niveau d'exposition suivant qu'on s'intéresse à une moyenne, ou bien si on va vers des extrêmes, on peut s'intéresser à la moyenne, à la médiane, mais on peut aussi aller vers des percentiles beaucoup plus élevés. Par exemple, je peux prendre le percentile 90, le percentile de contamination, ou même chose pour les consommateurs. Je peux m'intéresser à un consommateur moyen, tout comme je peux m'intéresser à un consommateur qui est particulièrement friand de huîtres, par exemple, et qui va en manger tous les jours. Donc ça, c'est un consommateur extrême. Donc, quand on travaille en évaluation des risques, on va devoir établir des scénarios
et on devra préciser, je m'intéresse à la population moyenne ou bien je m'intéresse à des forts consommateurs pour avoir ce qu'on appelle un worst case, c'est-à-dire un pire cas. Si le fort consommateur ne présente pas de risque, le consommateur moyen ne présentera pas de risque non plus. Donc vous voyez, c'est un peu le principe de fonctionnement. Donc, comme je viens de le dire, donc on se base sur des scénarios de consommation, c'est-à-dire donc on va essayer d'estimer quelle est la quantité d'une denrée qui est consommée et on va exprimer ça, vous voyez, en grammes par kilo BW, vous voyez ce que c'est? C'est le terme anglais body weight, donc c'est poids corporel. Donc on exprime souvent la consommation des denrées en grammes par kilo de poids corporel. Donc par après, si on veut savoir combien ça fait par personne, on multiplie par le poids corporel. Et en toxicologie, par défaut, on utilise comme poids corporel 60 kg. Donc on peut convertir les grammes par kilo de poids corporel en grammes par personne en multipliant par 60. Donc ces scénarios devront établir quelle est la consommation, mais aussi la fréquence de consommation, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. C'est ce qu'on appelle le consumption pattern. Et ça va être basé sur un niveau estimé de contamination de la denrée au moment précis de la consommation. Alors, pour être plus précis là-dessus, je vais vous montrer ce graphique-ci. Ça, c'est un graphique qui représente des résultats de contamination de saumon par les dioxines et les PCB. Donc vous voyez que nous avons quelques échantillons, moins de 5%, qui contiennent cette quantité-ci de dioxines. Par contre, si je monte à ces valeurs-ci de 2,53, je vois que j'ai jusqu'à 25% d'échantillons qui contiennent ces concentrations-là. Et puis, si je vais à des teneurs plus élevées, ça commence à diminuer. Ici, par exemple, à 4, je n'ai plus qu'une petite dizaine de pourcents, et au-dessus, c'est même moins de 5%. Donc, c'est un profil de distribution des contaminations. Et là, je peux choisir, je veux dire, finalement, de tout ça, quelle est la valeur que je vais utiliser pour faire mon évaluation du risque? Je peux prendre la valeur moyenne, mais je sais qu'il y a des gens qui vont être exposés à plus que la valeur moyenne. Je veux protéger ces gens-là aussi. Donc, je vais m'intéresser à des valeurs un peu plus élevées. Je ne vais pas prendre le maximum, parce que ça, le maximum, parfois, c'est complètement irréaliste, et ça ne va pas m'aider pour protéger l'ensemble de la population. Donc, on va prendre quelque chose qui est un compromis, et on va prendre, par exemple, un percentile 90. Ça veut dire que je vais prendre cette concentration-ci, ici, un peu plus que 4. Et si je prends cette concentration, je sais qu'il n'y a que 10% des échantillons de saumon qui contiendront plus que cette valeur. Et que 90% des échantillons seront en dessous. Donc je veux dire qu'en prenant cette valeur au percentile 90, je me mets déjà dans une position où je protège un maximum de personnes d'une contamination d'un maximum de denrées, sans aller dans des extrêmes qui deviennent irréalistes. Donc vous voyez, ça c'est un travail qui doit être fait, de savoir, de créer des scénarios et de savoir avec quel type de population on va travailler, avec quel niveau de contamination on va travailler, pour savoir si on protège la population générale ou si on protège les populations extrêmes, en fonction donc du scénario qu'on va choisir. Je n'ai pas trop compris le principe 90e et 10%. Est-ce que c'est par rapport à la population qui est à quelle? Donc avant la quantité, donc les 4,5, c'est pratiquement 90% de la population qui est à... Non, c'est une distribution de la contamination. Donc, ceci, j'ai fait par exemple 1 millier d'analyses de saumon et j'ai 5% des résultats qui sont très bas.
j'ai à peu près 10% qui ont cette valeur-là, etc., etc. Donc j'ai un profil de distribution. Et en prenant mon percentile 90, je sais qu'il n'y a que 10% des échantillons de saumon qui risquent d'être plus contaminés que cette valeur-là. Et donc, je peux juger que si ce n'est que 10%, c'est acceptable. Je peux aussi dire 10, c'est encore de trop. Et alors, je peux prendre un percentile 95. Et là, je sais qu'en prenant le percentile 95, il n'y a plus que 5% des échantillons qui risquent de dépasser cette valeur-là. Donc, c'est bien sur base des échantillons, des profils de distribution du contaminant dans les échantillons. Mais on peut faire la même chose après sur le consommateur. Hein. Mais on le fait d'abord sur la base de données de consommation, sur la base de données de contamination, et puis finalement on peut le faire sur la base de données d'exposition du consommateur, qui cumule tout. Oui. Est-ce qu'on doit le préciser auparavant? C'est-à-dire il faut le préciser, il faut le choisir avant d'évaluer le risque ou oui. Selon le... Donc ça c'est vraiment très très important, ça fait partie de ce qu'on appelle la transparence des avis. C'est de bien communiquer sur les hypothèses qui sont réalisées pour faire l'évaluation des risques. Souvent par manque de données, on est obligé de travailler sur des scénarios simplifiés. Et donc, on doit très clairement indiquer, voilà. Alors, la dernière étape, c'est donc la synthèse de tout. Donc là, on a fait le travail d'estimation du consommateur, on a une information sur le seuil de toxicité à ne pas dépasser. Donc finalement, la caractérisation du risque, c'est une estimation qualitative ou quantitative de la probabilité d'apparition d'effets adverses connus ou potentiels sur la santé, susceptibles de se produire dans une population donnée, sur la base de l'identification des dangers, de la caractérisation des dangers et de l'évaluation de l'exposition. Donc tout ça, c'est une phrase très compliqué pour dire on regarde si l'exposition est en dessous de la valeur toxicologique de référence, oui ou non. En d'autres termes, c'est ça. Donc ça traduit de manière qualitative et ou quantitative la probabilité et la gravité des effets nocifs sur la santé. Donc c'est une information sur le produit, danger, sévérité du danger et probabilité de survenue. Et on peut l'exprimer qualitativement, je veux dire un risque élevé, un risque moyen, un risque faible, comme on l'a vu avec les scores. Donc la priorisation avec les scores, le graphique où vous aviez la zone rouge, la zone verte et la zone intermédiaire. Mais vous pouvez aussi l'exprimer de façon quantitative en disant le consommateur ingère quelque chose qui correspond à 1% de la dose journalière acceptable. Il y a de la marge. Ou le consommateur ingère un danger à un niveau de 80% de la dose journalière acceptable. Là, ça commence déjà à poser question parce que ça, c'est peut-être un consommateur dans une population où il y a quand même des gens qui vont consommer plus ou moins. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui dépassent la valeur toxicologique des références parce que la moyenne s'en rapproche. Donc, façon de travailler de qualitative ou quantitative. Alors, ça c'est très important, on l'a déjà signalé. Il faut ici bien expliciter ce qu'on peut déduire de la variabilité des incertitudes. Donc, c'est ici qu'il faudra dire, on a travaillé sur une base réduite de données. Il y a nécessité de compléter les données pour avoir une évaluation plus précise. Et les hypothèses qui ont été faites, c'était votre question. On a pris un scénario avec une consommation moyenne, ou on a pris un scénario avec une consommation extrême. Ça doit être explicité au niveau donc, de la caractérisation du risque. Quelles étaient les hypothèses qui ont été faites?
parce que ça va donner une idée de la fiabilité de l'estimation du risque. Alors, puisque c'est un travail de scientifique, les scientifiques ils communiquent comme des scientifiques, c'est-à-dire, d'habitude c'est des publications scientifiques, hein, ça c'est la façon classique de communiquer. Bon, ici ce n'est pas de nouvelles recherches, mais c'est quand même un travail purement scientifique. Et la façon d'exprimer le résultat d'une caractérisation des risques, d'une évaluation des risques, c'est de donner un avis ou une opinion scientifique. Et donc on peut trouver sur le net nombre d'opinions ou d'avis scientifiques donnés par l'ANSES, donnés par la Food and Drug Administration, donnés par l'EFSA, etc. Donc ce sont des avis scientifiques qui doivent répondre à une série de conditions, mais c'est destiné aux gestionnaires de risques. Hein, ces avis vont être lus par les gestionnaires de risques. Et le gestionnaire de risque, si possible, doit trouver plusieurs options pour la maîtrise des risques. Par exemple, en microbiologie, ce serait bien que les évaluateurs de risque précisent que, par exemple, avec un traitement à la chaleur pendant X minutes à telle température, le danger est détruit. Donc, ce qui permet alors au gestionnaire de risque d'avoir des arguments à sa disposition pour mieux maîtriser le risque. De même pour les parasites, de dire voilà, si le produit est congelé pendant 48 heures à telle température, le parasite est inactivé. Donc ce sont là des options qui sont données aux gestionnaires de risque pour arriver à mieux gérer ce risque. Donc on va classer les risques selon leur probabilité et leur importance pour la santé, et elle va servir aux gestionnaires du risque pour vraiment travailler sur le terrain, prendre des décisions. Il va suivre l'avis ou il ne va pas le suivre, ça c'est son problème, parce qu'il doit tenir compte aussi d'aspects économiques et sociaux. Mais donc chacun fait son travail de son côté, et donc ceci nous caractérise un petit peu l'ensemble du processus. Vous voyez tout au-dessus, c'était l'identification des dangers, puis la caractérisation des dangers, l'évaluation de l'exposition. Alors, vous voyez, on peut être quantitatif ou qualitatif. Ceci, on en parlera plus tard, mais on arrive ici à la caractérisation du risque. Mais, vous voyez qu'il faut encore faire intervenir deux autres choses, qui est qu'est-ce qu'on sait de l'incertitude et de la variabilité de sensibilité, par exemple, des individus au danger en question. Donc, il faut arriver à faire une certaine analyse des incertitudes, et il faut aussi arriver à proposer des options de gestion pour que le gestionnaire soit assisté dans sa façon de pouvoir maîtriser les risques. Et donc tout ceci nous donnera le processus qu'on peut mieux voir encore sur ce diapo-ci, où on voit bien ici l'interface qui peut exister entre le travail de l'évaluateur des risques et des gestionnaires des risques. Donc l'évaluateur des risques, il nous fait les 4 étapes, donc comme on en a parlé, et le produit ici de caractérisation du risque, il va le communiquer au gestionnaire du risque, qui lui va voir s'il a à sa disposition plusieurs options de gestion qui s'offrent à lui, puis il va prendre des décisions et il va communiquer sur la façon dont il s'est pris pour gérer le risque. Donc vous voyez, les 4 étapes sont bien du côté de l'évaluateur de risque, mais le produit ici, la caractérisation du risque, c'est ce que le gestionnaire du risque va utiliser pour gérer le problème sur le terrain. Ça va jusqu'à là ? Donc ici, je pense qu'on va terminer cette présentation et puis on va passer aux exercices. Bon, on a vu qu'il y avait une méthodologie standardisée
d'évaluation des risques et toutes les grandes agences d'évaluation des risques fonctionnent suivant ce principe-là. Donc, il est important d'être rigoureux au niveau de l'objectivité et de la transparence également. Et on voit donc les 4 grandes étapes: identification du danger, caractérisation du danger, estimation de l'exposition du consommateur et caractérisation des risques, qui est vraiment la synthèse et le produit de l'évaluation. On l'a vu, ça peut être quantitatif, qualitatif ou semi-quantitatif. Et cette méthodologie s'applique à toutes les catégories de dangers. Ça nécessite une actualisation poussée des connaissances sur les dangers et l'exposition du consommateur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de spécialistes, d'experts scientifiques, pour avoir des informations tout à fait actualisées sur notamment les dangers auxquels on est confronté. Voilà, ça termine l'exposé.